Chers amis du Cercle Aristote, bonjour. Aujourd'hui, nous faisons un petit crochet par l'Amérique latine. Vous savez que c'est un continent qui a mon affection et celle de mes équipes. Et il s'en passe des choses dans ce qu'on a appelé de temps en temps l'extrême Occident. Il s'en passe des choses et des choses sur lesquelles nous pourrions revenir. Et pour ça, j'ai demandé à un ami, ceux qui suivent les volets latino-américains de notre chaîne le connaissent. Il s'agit de Romain Migus. Romain, bonjour. Salut à tous. Merci Pierre-Yves pour l'invitation. Tu es toujours le bienvenu. Donc, je rappelle que tu tiens toi-même un site d'analyse sur les questions latino-américaines et que toutes les nécessités pour te retrouver sont en description. Je recommande de s'inscrire à ta petite lettre. Moi, je n'en loupe pas une quand tu m'écris sur l'actualité latino-américaine. Et c'est d'ailleurs en recevant une sur les deux rives que je me suis dit, tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une émission ensemble, surtout qu'il s'est passé 2-3 faits importants en Amérique latine. Et je voudrais déjà qu'on commence par le cas bolivien, parce qu'il y a eu quelque chose qui... alors, très peu de gens s'en sont émus en France, mis à part une partie des affidés de la France insoumise. Il y a eu... la gauche bolivienne aurait été balayée. Je cite le journal Le Monde, le balayé, et avec une sorte de surprise générale dans certaines gauches européennes. Pour toi, qu'est-ce qui s'est passé en Bolivie? Qu'est-ce que ça implique sur l'échiquier régional latino-américain? C'est important. Alors évidemment, bonjour à tous. Alors on va commencer donc par la Bolivie. C'est important la Bolivie, pourquoi? Parce que la Bolivie, c'est 50% des réserves de lithium au monde. La Bolivie, c'est un pays qui, l'année dernière, au sommet de Kazan, est entré dans les BRICS. Et donc, la Bolivie était sur les rails du monde multipolaire, évidemment, avec la Chine comme premier partenaire, comme premier partenaire commercial. Et il y a eu une crise interne, d'abord une crise politique, puis une crise économique, qui a fait que, effectivement, alors on va revenir là-dessus, au premier tour de l'élection présidentielle, le mouvement, qui était un mouvement qui avait vaincu un apartheid social et ethnique, qui maintenait les populations indiennes dans une ségrégation totale, les 65% de la population indienne, qui concentrer le pouvoir dans les mains d'une caste oligarchique très minoritaire, alors très blanche évidemment ethniquement, et qui étaient tous très alignés sur les intérêts de Washington. Donc il y avait eu une véritable révolution initiée en 2005 par Evo Morales et qui était un mouvement hégémonique. C'était à chaque élection, vous pouvez regarder les chiffres, à chaque élection présidentielle et législative, le MAS, qui se voulait comme un mouvement de mouvements sociaux, faisait plus de 55% au premier tour. Donc, bien évidemment, que tout le monde n'était pas aligné derrière une seule et même idée, surtout dans un pays aussi complexe que la Bolivie, avec des différences géographiques, territoriales, ethniques, sociales, culturelles et économiques. Évidemment, il y avait des intérêts divergents au sein de ce mouvement, mais il y avait un leader charismatique qui était donc Evo Morales, qui arrivait à maintenir un peu tout ce petit monde ensemble et à faire avancer le pays sur des rails, on va dire, voulus par une grande majorité, par les grandes majorités. Alors, qu'est-ce qu'il a fait basiquement quand il est arrivé au pouvoir? Il a nationalisé les ressources naturelles et utilisé la manne financière qui venait du gaz et du pétrole pour financer des programmes sociaux et rompre avec un apartheid, comme je dis, ethnique et social. Ceci a marché durant assez longtemps. Evo Morales était conscient, notamment lors de son deuxième mandat,
que c'était bien mais insuffisant et qu'il fallait désormais diversifier l'économie bolivienne pour ne plus dépendre uniquement de ses ressources en hydrocarbures, notamment avec un processus d'industrialisation, notamment du lithium, c'est-à-dire de ne pas laisser les grandes entreprises ou y compris des gouvernements étrangers acheter le lithium brut, mais le développer sur place, en faire des batteries électriques, en faire des voitures électriques, et c'était le chemin que voulait prendre la Bolivie. Développer l'agriculture, développer le tourisme aussi, et de manière générale, utiliser la manne des hydrocarbures pour industrialiser le pays. Et là, c'est là que le bât blesse. Le changement de la matrice productive, c'était un des axes centraux, alors, en Bolivie, de tous ces régimes nationaux populaires, comme j'aime les appeler. Je préfère ça au mot gauche parce que c'est trop récent pour parler de ces pays-là. Puis il y a des gens d'ailleurs qui, en tout cas sociétalement, ne seraient pas considérés comme de gauche en Europe, mais qui font partie de ces mouvements nationaux populaires. Enfin, donc c'était un axe central, c'est-à-dire utiliser les matières premières pour développer, pour avoir des stratégies de développement de l'économie et justement sortir de risques de maladie orange ou de baisse du cours des matières premières. Donc, par exemple, Rafael Correa voulait utiliser, à l'époque en Équateur, le développement, donc l'argent du pétrole et des mines pour développer une économie de l'intelligence, d'une plus-value intellectuelle. Il avait d'ailleurs fait une espèce de Silicon Valley à l'époque, qui évidemment, avec le retour des néolibéraux, s'est effondré. Au Venezuela, c'était utiliser l'argent du pétrole pour développer l'agriculture. Alors eux, pour le coup, ils y sont arrivés, mais par des chemins un peu qui n'étaient pas prévus à la base, non, et notamment à cause du blocus, etc., etc. Et c'est effectivement très, très difficile de changer de matrice productive, ne serait-ce que culturellement. Non, c'est le premier obstacle est culturel. Les gens vont prendre un temps très important pour pouvoir, soit s'ils sont patrons, investir dans ce modèle-là, soit le développer. Donc la Bolivie était sur ce chemin-là. Il y a eu une grande crise politique en 2019, puisqu'il y a eu un coup d'État contre Evo Morales, qui l'a obligé à fuir la Bolivie pour des raisons de vie ou de mort, avec son premier cercle. Et donc, il a essayé pendant le temps de son exil de bouger les fils de son mouvement, d'un mouvement très hétérogène, depuis l'extérieur. Et puis surtout, ça a permis ce coup d'État et la répression qui s'est abattue, ça a duré 1 an et demi, de faire surgir de nouveaux dirigeants, un nouveau leadership qui était le deuxième cercle à l'époque d'Evo Morales, qui lui était resté dans le pays parce qu'il n'était pas, on va dire, à l'époque suffisamment important pour être embêté par le pouvoir en place. Donc, en réalité, il y a eu une élection où le candidat a été déclaré, donc Luis Arce, et qui a gagné à 55,1% au premier tour. Donc, encore en 2020, le MAS, le mouvement de Evo Morales, était hégémonique, mais la fracture avait commencé. Et Luis Arce s'est, on va dire, autonomisé complètement d'Evo Morales, tant au niveau économique, c'est-à-dire il n'a plus suivi les projections que le MAS avait fait durant les deux mandats antérieurs, qu'au niveau politique, et puis ça a complètement dégénéré avec la mise en prison de leaders paysans indigènes fidèles à Evo Morales, et ça a dégénéré avec une tentative d'assassinat de Evo Morales il y a quelques mois, par des membres parapoliciers qui, voyant qu'ils avaient échoué, se sont réfugiés dans une caserne militaire et ont été exfiltrés en hélicoptère. Donc, participation du gouvernement prouvée à 100%. Donc, évidemment, là, le MAS arrivait complètement explosé, fragmenté, avec plusieurs candidats. Et puis surtout, l'État bolivien
en lien avec le gouvernement actuel, avait décidé de ne pas laisser Evo Morales et son mouvement prospérer et qu'il puisse se présenter aux élections. Donc, Evo Morales a fait campagne pour le vote nul, en considérant que même des options d'anciens alliés n'étaient pas des options fiables. Et je pense qu'il avait raison parce que l'option de Andrónico Rodríguez, par exemple, était une option différente à la proposition originale de révolution sociale, ethnique et économique faite par Morales depuis 2005. C'était un autre projet. C'est un autre projet porté par des jeunes qui étaient héritiers justement de ce mouvement d'Evo Morales, mais qui portaient une autre vision, un autre projet, on va dire, pour pas rentrer dans trop les polémiques, un peu plus bobo, un peu plus social-démocrate, moins radical, et avec un autre sujet transformateur qui n'était plus le paysan indigène qui était le centre de la révolution d'Evo Morales. Donc, des tensions, et évidemment, quand le mouvement est éclaté et que Evo Morales appelle à voter nul, alors on va faire un petit spoiler, le vote nul a recueilli 20% des voix. Non, c'est énorme. C'est énorme. Que quelqu'un dise on vote nul, c'est comme ça, c'est la ligne, et qu'il y ait 20% de fidèles qui votent nul, alors que normalement le vote nul était aux alentours de 2%. Enfin, je veux dire, en temps normal en Bolivie, le vote étant obligatoire par ailleurs. Donc c'est effectivement, Evo finalement a d'une certaine manière réussi son pari. Les autres options politiques qui se présentaient avec des calculs politiques qui valaient ce qui valait, de ces excroissances du MAS ou de ex-MAS, ont eu un résultat très mitigé. À l'Assemblée nationale, sur 130, les ex-massistes vont avoir 8 sièges et au Sénat, ils vont en avoir aucun. Alors, voilà, ceci étant dit, alors gauche laminée, comme dit Le Monde va un peu vite en besogne, comme à chaque fois, lorsqu'il s'agit d'enterrer des mouvements nationaux et populaires. Il y a 20% de fervents défenseurs d'Evo Morales, plus une dizaine de pourcentages de personnes qui ont voté pour d'autres tendances, on va dire, au sein de ce qu'était avant le MAS. Ça fait un tiers des votants. Elle n'est pas si enterrée que ça. Hein. Il va y avoir certainement des mouvements de résistance dans les prochains mois, dans les prochaines années, et un mouvement de l'ampleur que la révolution bolivienne ne s'enterre pas et ne se balaye pas du jour au lendemain, même si une élection est perdue. Néanmoins, effectivement, il y a eu donc 2 candidats qui passent au deuxième tour. On va commencer par Jorge Tuto Quiroga. Alors, Jorge Tuto Quiroga, c'est le néolibéral colonial qu'on qualifierait en France d'extrême droite, mais comme j'essaie de pas utiliser le mot gauche, je n'utiliserai pas non plus le mot extrême droite. Je rappelle que M. Tuto Quiroga a été ministre dans les années 90, a été vice-président du dictateur Hugo Banzer au début des années 2000, et il a même été président par intérim lorsque Hugo Banzer est tombé malade. C'est lui qui l'a remplacé pendant 1 an, donc il était président par intérim. Tuto Quiroga, à l'époque, représentait l'aile radicale par rapport au dictateur Banzer, qui était lui-même l'aile modérée, non? Pour vous donner un peu la mesure du personnage. C'est un des architectes du néolibéralisme, de la destruction de l'État en Bolivie, de l'atomisation de la société, et à la fois un des architectes, enfin pas l'architecte, mais en tout cas un des défenseur du modèle colonial qui a régné jusqu'en 2005 avec avant l'arrivée d'Evo Morales. C'est une personne qui est absolument alignée sur les intérêts de Washington. On l'a vu par son bellicisme permanent dans le dossier vénézuélien et son activisme permanent. Bon, c'est le dirigeant rêvé de Washington qui a régné sur l'Amérique latine pendant 30 ans avant les mouvements nationaux populaires du début des années 2000. Voilà pour M. Tuto Quiroga. Alors, la surprise est venue celui qui arrivait en tête, Rodrigo Paz. Alors, si vous nous suivez sur les 2 rives, vous avez pu voir plusieurs vidéos. Surprise, on va dire de loin, parce que en réalité, quand
quand on était sur place et qu'on parlait avec à peu près tout le monde, on voyait que quelque chose allait se passer avec ce candidat Rodrigo Paz. Qui est-il? C'est un sénateur d'une région de Bolivie, de la région de Tarija, dans laquelle on fait du très bon vin d'ailleurs, soit dit en passant. Et donc c'est pas un inconnu sur la scène bolivienne, mais c'est pas un dinosaure comme Monsieur Tuto Quiroga qui a depuis 40 ans de vie politique, ou comme l'était celui qui arrivait, je dirais quatrième dans l'élection, puisque le troisième c'est le vote nul. Le quatrième, c'est Monsieur Doria Medina, qui est aussi un entrepreneur multimillionnaire et qui est en politique depuis les années 90. Donc, il a cette expérience. En plus, il est le fils d'un ancien président, Jaime Paz. Donc, à mettre à son crédit de l'expérience. Je dis ça, c'est important parce que les Boliviens voulaient quelqu'un d'expérience, à la tête de leur pays. Et puis, ils voulaient aussi, alors, ça peut paraître paradoxal, mais ils voulaient un renouveau de la classe politique, ainsi que la lutte contre la corruption. Renouveau a été interprété par certains candidats comme la jeunesse. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Ça peut, mais ça peut très bien être une personne, pas forcément jeune, mais qui incarne ce renouveau. Et ce renouveau a été porté par le candidat à la vice-présidence de Monsieur Rodrigo Paz, qui est un ancien capitaine de police qui a été évincé de la police pour avoir dénoncé des cas de corruption au sein de l'institution. Donc ça collait à merveille. D'ailleurs, on a rencontré plein de personnes qui nous disaient on va voter pour notre capitaine Lara, Edmond Lara, c'est son nom, pour notre capitaine, en sachant à peine quel était le nom du candidat réel, non? Alors, on a deux candidats qui vont s'affronter le 15 octobre prochain. Pour l'instant, la balle est dans le camp de M. Rodrigo Paz parce que la personne arrivée quatrième, donc Doria Medina, avec à peu près 19% des voix, a appelé à voter pour lui. Mais on sait tous, et certainement tous ceux qui nous regardent là au cercle Aristote, que l'électoral n'est pas des mathématiques et que c'est pas parce qu'un candidat te donne 20% qu'automatiquement les électeurs vont voter pour lui. Il y a le Tuto Quiroga, donc le candidat néocolonial et néolibéral, a encore une carte à jouer justement sur la modération dont a fait preuve Rodrigo Paz jusqu'à maintenant. Parce que quand on regarde les résultats région par région, on voit en fait que Rodrigo Paz a siphonné les voix du bloc populaire qui avant allaient traditionnellement au processus de changement. Alors, il les a siphonnés dans une certaine mesure parce que le vote blanc fait encore de très bons résultats dans les régions de Potosí, Oruro, La Paz et l'Alto, qui étaient les bastions en fait électoraux du processus de changement et qui sont tous passés aujourd'hui chez Rodrigo Paz. Et donc, il ne peut pas, comme Monsieur Tuto, insulter ses propres électeurs, sa propre base, évidemment, parce que les gens voulaient un changement, mais ils ne veulent pas faire table rase. Donc là, il y a un espace chez Tuto pour essayer d'accuser le candidat Rodrigo Paz d'être trop mesuré, d'être un deuxième étage de la révolution bolivienne, enfin, et essayer d'aller lui chipper ses voix sur sa droite. Surtout que M. Rodrigo Paz n'avait pas de parti politique, il a dû emprunter un parti politique, le Parti démocrate chrétien, qui lui est plus à droite que sa propre position. Et les sénateurs et députés ayant été élus du Parti démocrate peuvent très bien, par la suite, devenir aussi un mouvement d'opposition ou peser sur leur candidat pour qu'il durcisse son discours de manière plus néolibérale. Alors, voilà pour je vais être assez bref. Je vous renvoie, si vous voulez, une analyse un peu plus approfondie à une vidéo que j'ai faite sur ma chaîne YouTube. Je profite pour faire un peu de pub, mais pour pas trop s'attarder dans de bon boulot, il faut que tu en profites. Oui, pour des détails après qui risqueraient en plus de perdre certaines personnes qui ne sont pas accoutumées au jeu électoral latino-américain. Toujours est-il que qu'est-ce que ça va changer, on va dire, au niveau international? Alors,
dans le cas de M. Rodrigo Paz, il n'a pas fait grand état de ses positions internationales. Il a un peu parlé de ça dans une interview sur CNN le lendemain ou le surlendemain de l'élection, dans lequel, grosso modo, il dit qu'il ne changera pas grand-chose. Le cap diplomatique de la Bolivie, alors, je vais vous mettre une mesure, mais en tout cas, il ne remettra pas en question la participation de la Bolivie dans les BRICS. Et pour ce qui est du lithium, c'est, on va dire, au plus offrant. Et le plus offrant, c'est pas forcément les États-Unis, non? Alors par contre, je pense qu'il sortira de l'ALBA, qui est cette alternative géopolitique beaucoup plus radicale qui englobait le Venezuela, Cuba, le Nicaragua, la Bolivie et des États de la Caraïbe. Ça, je pense que la Bolivie en sortira. Dans le cas de M. Tuto Quiroga, en revanche, il a été beaucoup plus critique sur les BRICS et on verra, hein, parce que comme les Boliviens, c'est pas leur thème principal, ils vont pas essayer de se fâcher au niveau international dans une campagne électorale qu'ils doivent gagner d'abord pour pouvoir mettre à bien ce qu'il fait. En tout cas, avec Tuto Quiroga, on peut s'attendre à une prise de distance avec le monde multipolaire et revenir complètement sous l'escarcelle de Washington. Voilà, ça au moins, c'est sûr. Mais dans quelle mesure? Parce que la Bolivie dépend, comme d'autres pays de la région, comme l'Équateur, le Pérou ou le Chili, dépendent économiquement de la Chine tout en restant des colonies états-uniennes. Donc, là, on verra. Et on verra aussi la pression que voudra bien mettre Donald Trump sur ces pays-là. Je dis ça parce qu'il y a quelques mois, sur Fox News, Trump a dit on ne peut pas, alors il n'a pas dit ça comme ça, mais grosso modo avoir le cul entre deux chaises. Et il a sommé ces pays à choisir leur camp, on va dire. Pour l'instant, ça n'a pas été suivi de fait. Il n'y a pas eu un tour de vis de la métropole par rapport à ces colonies. Pas en Amérique du Sud. En Amérique centrale, oui, aucun problème. Les pays satellites ont été mis en ordre de bataille, hein, c'est-à-dire les décisions viennent de Washington directement. Je pense là au Guatemala, au Salvador, au Panama d'ailleurs, qui est sorti lui des routes de la soie, le Panama, sous ordre de Washington. En Amérique du Sud, c'est un petit peu plus compliqué pour l'instant, mais c'est quelque chose que d'ailleurs j'avais annoncé depuis quelques mois et qui, à mon avis, va être un des thèmes au prochain sommet des Amériques, qui va avoir lieu en décembre, où le suzerain états-unien va essayer de mettre de l'ordre dans ses colonies, c'est-à-dire là où il domine politiquement, mais qui continue à faire du business avec la Chine. Donc, comme je vous l'ai dit, Équateur, Pérou, Chili, et puis demain, peut-être, nous verrons, demain, après le 15 décembre, peut-être, la Bolivie, nous verrons cela. Voilà pour le tour d'horizon de la Bolivie. Certaines politiques latino-américaines, surtout que parfois, il y a aussi de fortes surprises de gens dont on n'attendait rien. Moi, je me rappelle du suroccidentalisme qu'on attendait de quelqu'un comme Bolsonaro. Beaucoup d'atlantistes ont été vachement déçus par Bolsonaro. Sur la fin. Parce que malheureusement, parfois, on ne fait pas la politique étrangère qu'on veut. Tu vois, on fait aussi la politique étrangère qu'on peut. Je crois d'ailleurs que tu voulais qu'on rebondisse avant d'arriver au plat de résistance vénézuélien sur ce qui se passe au Brésil, parce qu'il y a eu une empoignade, là encore, que les Européens n'ont pas nécessairement suivi, mais qui a opposé Donald Trump, ce que beaucoup de notre fil directeur de notre émission d'aujourd'hui, c'est la politique trumpiste en Amérique du Sud. Il y a eu, a priori, sur les affaires de droits de douane et sur l'affaire de l'indépendance de la justice brésilienne dans un cas, pour d'autres, l'utilisation de la justice brésilienne dans un règlement de compte interne autour de l'affaire Bolsonaro.
et des réactions de Washington à ce qui se passe actuellement au procès Bolsonaro. Donc, si tu veux, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce bras de fer sur fond de droits de douane qui se déroule actuellement entre Brasilia et Washington? Oui, alors je rebondis parce que effectivement, tu parlais de la politique de Bolsonaro, alors qu'a changé, puisque Bolsonaro, il a commencé avec Trump comme président, après il y a eu Biden, et effectivement, il y a eu une évolution au niveau. Je pense que les démocrates l'ont humilié. C'était pas tout à fait ce qu'il fallait faire. Ouais, au niveau géopolitique, il a commencé très servile, Oui, tout à fait. Le monde occidental, puis après il s'est un peu détaché tout en n'abraçant pas non plus le monde multipolaire, mais il s'y opposait pas. Hein. Je rappelle quand même qu'avant que Dilma Rousseff soit la directrice de la Banque des BRICS, c'était aussi un Brésilien dont j'ai oublié le nom, il me pardonnera, et notamment qui avait été nommé par Bolsonaro. Donc il a sur la fin de mandat, effectivement, il n'a pas été un occidentaliste furibond. Et j'en profite pour revenir là-dessus, puisque l'Amérique latine est un continent qui n'a pas fini son processus de décolonisation et dont plusieurs de ses élites politiques ou économiques sont très occidentalisées. On le voit dans la réaction, alors même de certains, qui se considèrent totalement comme, comme tu disais, l'extrême occident, faisant partie du monde occidental, et puis toute une partie de ce monde qui lui, non, qui veut être indépendant, totalement indépendant aussi du monde occidental, qui revendique le monde préhispanique, justement, et donc qui sont plus alignés sur le monde multipolaire. Alors, quand Trump arrive au courant de pouvoir le 10 janvier, en réalité, l'Amérique latine va être le premier continent vers lequel il va se tourner. Alors, je fais une petite introduction, on arrivera à Bolsonaro à la fin, t'inquiète pas, mais je pense que c'est bien de rappeler ça, parce que il nomme un secrétaire d'État, donc ministre des Affaires étrangères, qui est d'origine cubaine, Marco Rubio. Le vice-secrétaire d'État, Lando, lui est un latino-américaniste. Il a été ambassadeur à comment on appelle ça, j'ai oublié, au Mexique. Et il connaît très bien les dossiers latino-américains. Donc il y a un véritable regain d'intérêt de Washington pour l'Amérique latine. Et en fait, ça fait suite à presque 30 ans d'indifférence. Bon, c'était considéré par les États-Unis comme le précaré, là tout le monde le sait, non? Mais en réalité, si on reprend depuis les années 90, on verra que le centre d'intérêt géopolitique des États-Unis n'est pas vers l'Amérique latine. On peut dire comme ça que c'est l'Irak, très largement le Moyen-Orient et après le asiatique. Exactement, voilà. Pour aller vite, exactement. Voilà, le Moyen-Orient et le monde asiatique, avec l'Ukraine qui vient se mettre là comme pivot à partir de 2014. Mais effectivement, en tout cas, c'est pas l'Amérique latine. Et donc là, on a on va dire un ministre, un vice-ministre qui sont eux-mêmes très intéressés, ou liés à l'Amérique latine. Il me semble que l'ancien conseiller à la sécurité, je crois qu'il a été démis de ses fonctions depuis, était lui aussi lié à l'Amérique latine. Et surtout, la première tournée diplomatique réalisée par le secrétaire d'État est en Amérique centrale. Ça faisait un siècle que ça n'était pas arrivé. Alors, il va en Amérique centrale pour mettre les valets, les laquais en ordre. Il va au Guatemala, Costa Rica, Salvador, Panama et puis en République dominicaine. Grosso modo, autour de 2 thèmes. On a trop de migrants dont on ne veut pas, on va vous les envoyer, vous en faites ce que vous voulez.
Donc aujourd'hui, c'est des migrants. Demain, ce sera peut-être des déchets nucléaires ou je ne sais quoi encore. Mais enfin, ça fait un peu pays poubelle quand même. Alors sans manquer de respect aux migrants, mais je veux dire, ils en veulent pas, donc ils les envoient dans ces pays. Et le pire, c'est que les pays n'ont pas de mot à dire. Il y a eu un tweet il y a quelques mois du président du Costa Rica qui était très content. Il avait dit: les États-Unis nous traitent très bien et nous accueillons des migrants d'Inde, du Kazakhstan, des trucs. Et je dis même pauvres migrants, parce qu'ils sont envoyés au Costa Rica, démerdez-vous. Enfin bref. Et l'autre ordre impérial était évidemment de rompre ou de désaccélérer les relations avec la Chine, ce qui a marché au Panama, puisque le Panama était sorti des routes de la soie. Voilà. Donc, on voit un peu quelle est l'idée de Trump. Je pense dans les mois qui viennent, les États-Unis vont faire pression sur des pays alors un peu plus gros et durs à ranger, encore que, comme je disais précédemment, d'Amérique du Sud, qui sont des satellites politiques des États-Unis, mais dont l'économie dépend de la Chine, donc comme j'ai cité tout à l'heure. Et donc, ça a déjà commencé. Pour le Pérou, par exemple, le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Défense ont été convoqués à Washington. Alors, ils se sont même pas réunis avec Donald Trump, ils se sont réunis avec le ministre de la Défense qui les a sommés de baisser l'intensité des relations avec la Chine. Bon, ça, on pourra en revenir. Après, il y a toute une guerre commerciale en Amérique latine, notamment une guerre autour des ports et des flux commerciaux qui est intéressant. Mais donc, je voulais faire ça. Et puis, il y a des pays, évidemment, qui, eux, résistent. Non ? Alors, il y avait la Bolivie. Donc, on verra ce qu'il en adviendra dans les prochains mois. Il y a le Brésil, évidemment, puisque le Brésil n'est pas n'importe quoi en Amérique latine. C'est l'avant-garde économique. Il y a le Mexique. Et puis, évidemment, les pays révolutionnaires, le Nicaragua, le Cuba, le Venezuela. Et la Colombie aussi, en ce moment, en tout cas, avec Petro. Alors, en ce qui concerne le Brésil, justement, je disais que c'était un pays digne, avec une classe politique aussi digne. Et Trump a cru que Lula et la classe politique brésilienne étaient de vulgaires macronistes ou une von der Leyen on pouvait lui cracher dessus et qu'ils allaient en redemander et s'aligner, et pas du tout. Et donc, je pense que là c'est une erreur monumentale de Donald Trump. Il a utilisé les droits de douane non pas pour protéger l'économie des États-Unis, mais pour faire pression sur des pays à niveau politique. Donc, comme ça marche pour les liens avec la Chine, non, en menaçant, attention, sinon on va vous mettre des droits de douane, les faire augmenter. Et dans le cas du Brésil, c'était pire. C'était nous augmenterons les droits de douane de 50% si Bolsonaro n'est pas relâché et si Twitter doit se soumettre à la régulation. Twitter et d'autres réseaux sociaux, il n'y a pas que Twitter, mais entre autres Twitter, doit se soumettre à la régulation des autorités brésiliennes. Alors là, la réponse de Lula a fusé et finalement a permis une espèce de cohésion de la classe politique derrière Lula, parce que c'était vu comme un sentiment de mépris, évidemment, de dire le Brésil est un pays souverain, n'a d'ordre à recevoir de personne, et au passage de rappeler que la justice est indépendante. Et là, on rappelle à Donald Trump que le juge Do Moraes, qui est à charge du procès pour coup d'État de Bolsonaro, le verdict va avoir lieu dans la première semaine de septembre. Visiblement, c'est mal engagé pour Bolsonaro. Le juge a été ministre de la Défense sous Michel Temer. Michel Temer étant le président par intérim qui a pu diriger le pays grâce au coup d'État contre Dilma Rousseff et qui a envoyé Lula en prison. Donc, en faire un juge louliste, c'est quand même faire des raccourcis un peu rapides. En ce qui concerne les réseaux sociaux, il se trouve que effectivement, il y a eu une tentative de coup d'État, ou en tout cas de vrai chamboulement des institutions
en janvier 2023, si je m'abuse, ou 22, je sais plus, où il y a eu alors les médias ont dit une réédition de ce qui s'est passé au Capitole. Bon, ça, je m'avance pas là-dessus, mais en tout cas, il y a eu des manifestations qui ont été de mécontentement parce que Bolsonaro n'avait pas été réélu, qui ont été déviées vers les pouvoirs principaux à Brasilia, et notamment la Cour suprême, la présidence et le ministère de l'Intérieur, je crois, ont complètement été saccagés, détruits, etc. Il y avait des policiers qui ont été complices de ça, des militaires qui ont été complices de ça, et l'enquête est en train de montrer qu'il s'agissait en fait avec des secteurs de l'armée et des secteurs de la police, pas tous, encore heureux, était une tentative de révertir le résultat des élections. Donc, bah, il y a un procès, ça suit son cours. En tout cas, c'est une affaire brésilienne. Et donc, la réaction de Lula était de dire non. Et alors c'est important parce que les droits de douane de 50%, il y a certains produits qui ont été exemptés, notamment l'énergie, notamment les pièces pour les avions. Je rappelle que les Embraer, l'industrie aéronautique brésilienne dépend de pièces détachées des États-Unis et vice-versa, je dirais. Les États-Unis dépendent des carnets de commandes de l'industrie aéronautique brésilienne. Donc ça a été exempté. Le premier produit d'échange entre le Brésil et les États-Unis, c'est du pétrole brut que les Brésiliens exportent aux États-Unis et qui revient sous forme d'essence. Donc ça, si jamais il y avait eu 50% là-dessus, ça aurait été évidemment un manque à gagner pour les raffineries du Texas ou autres aux États-Unis. Et puis, le Brésil aurait très bien pu dire, puisque c'est comme ça, on va trouver d'autres raffineurs dans le monde. Il y a l'Inde qui peut nous aider à raffiner, ou il y a un pays voisin, le Venezuela, qui a même besoin d'investissement dans ce domaine-là et qui serait ravi de nous raffiner ça. Bon, là, donc du coup, les 50% de droits de douane, ils sont quand même modérés. Et puis, par contre, pour le café, donc là, ils ont pris plein pot, et la Chine a débarqué en disant c'est pas grave, nous on a besoin d'acheter du café, on achètera le surplus de café qui ne va pas aux États-Unis. Et donc là, évidemment, moi je pense que à considérer que le monde, en règle générale, et le monde multipolaire est un monde constitué de vassaux comme l'Union européenne, Trump fait une grave erreur parce que précisément ça va favoriser le fait que les producteurs brésiliens ou les industriels brésiliens, mais pas que brésiliens, ça se passe avec le Mexique aussi, le Mexique qui est où 80% des produits faits au Mexique partent aux États-Unis, regardez d'autres clients. Parce que les États-Unis ne sont pas considérés comme fiables et que les droits de douane qui sont censés protéger l'industrie des États-Unis sont utilisés comme une arme impériale. Si c'est comme ça, si les règles changent, si le libre-échange qu'on a signé dans les traités est violé tous les jours, on ira voir des gens un peu plus fiables. Le monde est vaste. Il y a l'Indonésie, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, l'Argentine, que sais-je encore. Le monde est très vaste et les États-Unis devraient la prendre à leurs dépens s'ils continuent d'utiliser ce genre d'armes à des fins impériales. Voilà pour le Brésil. On va rester, ça va être notre dernier point, mais c'est un point important. Le deuxième mandat de Donald Trump, comme nous l'avions prévu grâce entre autres aux travaux de David Toscher, qui était, je renvoie à la fois à son livre Vers les États des Unis et surtout vers les dernières vidéos qu'il a fait pour nous avec mon ami Jonathan Alperi. Vraiment, le fil directeur du second mandat de Donald Trump, c'est très largement la question énergétique, car c'est le moyen pour l'Amérique de reprogrammer totalement son système productif. Donc l'Amérique a besoin d'énergie, d'énormément d'énergie. Donc, une partie de sa politique d'apaisement avec la Russie est liée à ça. Une partie de sa politique actuelle au Moyen-Orient est liée à cela. La question du Groenland, qui va et revient sur la scène politique américaine à la surprise générale, est liée à ça. Et une partie du fait de faire raquer les Européens, qui sont très contents de raquer, donc il n'y a pas de raison, est aussi liée à ça.
Et nous avions prévu dès sa campagne que l'un des pays sur lequel il y aurait le plus de tensions, c'est évidemment le Venezuela. Donc, au point d'ailleurs que même certains Trumpistes militants, ce que nous ne sommes pas, parce que n'étant pas américains, ça ne nous regarde pas, pensent, et certains même le disent et l'écrivent, que la règle de Donald Trump de ne pas commencer de conflit armé pourrait trouver une exception dans le cas du Venezuela. Il faut rappeler que le premier mandat de Donald Trump a été dur pour l'administration vénézuélienne et que là, pour le coup, eh bien, la pression recommence. Que peux-tu nous dire donc disons ce début de mandat, enfin bon, même si le temps file vite, hein, les élections de mi-mandat arriveront rapidement maintenant, de cette influence trumpiste vis-à-vis de Caracas. Alors, il faut rappeler que l'ingérence des États-Unis au Venezuela, dans le Venezuela révolutionnaire chaviste, n'est pas neuve. Hein. Donc, Chavez arrive au pouvoir en 99, et dès 99, les États-Unis essaient de renverser le pouvoir en place à Caracas. On se rappelle du coup d'État en 2002, et en fait, ça n'a été qu'une vague succession d'ingérences, de subversions, de coups d'État depuis 2002. Il y a un blocus contre le Venezuela mis en place en décembre 2014 par le législatif, le Congrès des États-Unis, et puis ratifié en mars 2015 par Obama, et qui a fait souffrir l'économie vénézuélienne, qui a fait crier l'économie vénézuélienne, et dont Jeffrey Sachs, qui n'est pas un chaviste, avait dit que il était responsable, ce blocus, de 50 000 morts par an. Non, en tout cas, c'est ce qu'ils avaient chiffré entre 2017 et 2018. Donc, le Venezuela a dû faire face à cela, ce qui a provoqué une grande migration de sa population, qui a vu ses conditions de vie se détériorer à cause du blocus. Le blocus, c'est un siège. Ça veut dire rien ne rentre et rien ne sort. C'est le siège de la forteresse. Et pour l'instant, le Venezuela a résisté, a réorganisé son économie. Chose incroyable pour qui suit un peu l'économie vénézuélienne. Ils produisent désormais 92% de ce qu'ils mangent. Ça, c'est incroyable. Le Venezuela importait absolument tout. Non ? Et ils ont lié le développement d'une industrie de transformation aux besoins de l'agriculture. C'est-à-dire ils développent finalement un tissu productif, sain, en dehors du pétrole qui, lui, a fortement baissé, puisqu'on est passé de 2 millions et demi de barils en 2013-2012 à aujourd'hui 600 000. C'est évidemment le pétrole représentait en tout cas 98% des devises du Venezuela. Donc c'est-à-dire que ce que le Venezuela devait faire avec $100 il y a 15 ans, ils le font aujourd'hui avec 1. Non ? Alors, je vais vous donner un chiffre. Voilà, vous qui nous écoutez, vous êtes au SMIC, vous gagnez 1 200 €, vous maintenez votre enfant avec peine parce qu'on sait que c'est pas beaucoup, non ? Eh ben voilà, faites-le le lendemain avec 12 €. Voilà, c'est ce qui est arrivé au Venezuela. Donc vous imaginez bien effectivement que il y a eu une crise économique. Le pétrole vénézuélien ne pouvait pas être vendu. Il était vendu comme acte quasiment de piraterie, qui continue encore. Hein. Les grandes entreprises n'achètent pas officiellement de pétrole vénézuélien. Ça passe par différents intermédiaires, etc. Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, la Chine est le plus grand acheteur du pétrole vénézuélien, donc des 700 000 barils, 600 000 barils qui sortent aujourd'hui. Mais derrière, je crois que c'est la Chine achète 50% de la production vénézuélienne, mais en revanche, les États-Unis sont juste derrière. C'est le deuxième acheteur, non ? Et l'Union européenne arrive encore derrière. Donc, il n'y a pas un blackout pendant que les États-Unis éructent. Ils continuent d'acheter du pétrole. Et Donald Trump a essayé de renverser Nicolas Maduro, comme on le sait, donc, en 2019, avec l'opération Guaido. Ça n'a pas marché.
Et dans les mémoires du cinglé John Bolton, alors que Donald Trump a copieusement critiqué par la suite, Donald Trump aurait dit je me suis trompé, Guaido n'est qu'un kid, un gamin mal élevé, et le tough guy, c'est Maduro. Et effectivement, enfin, au Venezuela, personne ne remet en cause le leadership de Nicolas Maduro. Et donc, il y a un deuxième volet qui s'est ouvert dès le 10 janvier. Et ça, je crois que c'est très important, c'est que la première action diplomatique de Donald Trump, ça n'a pas été avec les Chinois ou avec les Européens, ça a été avec le Venezuela, en envoyant un émissaire diplomatique présidentiel, M. Richard Grenell, un diplomate de carrière, négocier avec Maduro autour de deux choses. Alors, il est sorti, comme j'aime bien cette boutade, mais on appelle ça les accords de Grenelle, du nom de Richard Grenell, voilà, ça me fait rire, ça au moins se mérite là. Quels ont été basiquement les accords? Les accords ont été... je vais le réduire un peu, mais grosso modo, c'était pétrole contre migrants. Grosso modo, la licence que les États-Unis donne à Chevron, l'entreprise multinationale, donc l'entreprise états-unienne Chevron, pour exploiter et commercialiser le pétrole vénézuélien, sera renouvelée si Caracas coopère avec le retour de ces migrants. Voilà, ça va être l'aile pragmatique MAGA de Donald Trump. Alors, petite parenthèse, pour commercialiser et exploiter le pétrole vénézuélien, vous avez besoin de l'ordre impérial des États-Unis. Et si vous ne l'avez pas, vous serez vous-même sanctionné et donc l'accès au dollar vous sera interdit. Donc votre entreprise crèvera. C'est ce modèle-là que le monde multipolaire est en train de mettre à bas. Non, c'est-à-dire qu'à un moment donné, avec des échanges entre monnaies nationales, sortir de l'hégémonie du dollar, les sanctions ne marchent plus et l'empire états-unien ne pourra s'affermir que sur des pays qui auront une servitude volontaire, comme les pays européens, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, la Corée du Sud et quelques pays latino-américains. Voilà. Donc ça, c'était pour la petite parenthèse. Mais n'empêche que, en ce moment, ça coince quand même. Donc, il faut demander l'ordre des États-Unis. Et pour l'instant, les États-Unis l'ont donné à Chevron. Ça, c'est comme je disais, c'est la vision pragmatique de Trump. C'est la vision MAGA. De l'autre côté, il y a la vision des nouveaux conservateurs et des faucons nord-américains tels que qui sont représentés par Marco Rubio, qui sont encore dans la guerre froide et qui veulent détruire le Venezuela, pas seulement renverser Maduro, mais détruire le Venezuela pour se réapproprier ses richesses en pétrole. Voilà. Et les deux vont de pair. Donc on a vu, par exemple, que il y a eu, par exemple, la capture, l'enlèvement de migrants vénézuéliens qui ont été envoyés dans des prisons de haute sécurité au Salvador pour être échangés contre des prisonniers politiques, je dis entre guillemets, vénézuéliens. Ça, c'était la méthode Bukele. Alors là, on voit que Bukele, vraiment, c'est pas un président, c'est un administrateur de territoire, donc géré par Washington. Et Bukele avait dit, on ne rendra les migrants que si vous nous donnez 80 prisonniers politiques vénézuéliens, etc. Caracas avait répondu, alors ça, tout ça, c'est le camp des fanatiques qui font ce genre d'opération. Caracas avait dit à Bukele, nous ne négocierons pas avec toi, nous négocierons avec ton maître à Washington. Et c'est ce qui s'est passé. Caracas a négocié et les États-Unis ont pu récupérer une dizaine de ressortissants à eux qui étaient en prison parce que c'était des mercenaires, parce qu'ils étaient impliqués dans les tentatives de renversement du régime. Ils ont récupéré leurs 10 citoyens en échange des migrants séquestrés au Salvador. En revanche, l'ultimatum que Bukele avait dit, les soi-disant prisonniers politiques, ça jamais il en était de question. C'est-à-dire, on ne traite pas avec des laquais. On traite avec le maître, évidemment, avec celui qui a le pouvoir. Je dis ça parce qu'il y a certainement quelques adorateurs de Bukele qui nous regardent. Donc je rappelle que le Salvador, c'est la moitié de la Bretagne. Militariser le Salvador, c'est assez facile. Essayer de sécuriser un pays, c'est beaucoup plus difficile.
en sachant que la moitié de la moitié du Salvador, c'est des montagnes dans lesquelles vont pas la pègre, parce que le business, il est en ville. Donc, ça fait un quart de la Bretagne. Donc, je suis d'accord pour dire que M. Bukele a bien résolu le problème de l'insécurité en mettant tout le monde en prison. Ça reste finalement un territoire assez petit à surveiller. Voilà. Ça, c'est dit. Ouais, Au niveau social. Et puis, si tu veux, il a réussi face aux gangs, mais il y a une différence entre la culture des gangs et nul ne nie la violence de gens comme le MS-13. Le problème n'est pas là. Oui. Le problème, c'est que la différence de la culture de gang, et là je parle sous ton contrôle, entre le Venezuela et le Salvador, c'est que le Salvador a connu, à l'époque de la guerre civile, des organisations criminelles avec soutien étranger. C'est ce qui a plongé en partie le Salvador dans la guerre civile assez atroce qu'il a vécue. Or, dans le cas vénézuélien, il y a eu des problèmes disons, particulièrement dans les États tenus par l'opposition, où on a fait sortir les gangs de prison. Mais ces gangs ont été soutenus de l'étranger. Or, ce que Bukele, avec la considération tout à fait qu'on doit avoir pour lui par rapport à la situation qu'il a eue dans les mains, Bukele a été face de gangs seuls. Et il a pu les briser seul. Les gangs vénézuéliens, alors certes, ont utilisé parfois, je dirais pas le laxisme, je dirais l'angélisme de certains proches de Chavez vis-à-vis de la question criminelle, angélisme assez présent dans les milieux marqués par la théologie de la libération. Mais surtout, ces gangs ont été armés, aidés, financés de l'extérieur du Venezuela et ont été politisés par une partie des administrations du nord du pays. Je parle sous ton contrôle. Donc, oui, le Venezuela est un État fédéral, ce qu'on oublie, et qui n'est pas grand comme le quart de la Bretagne. Exactement. Alors, dans le cas de Bukele, effectivement, il a d'autres chats à fouetter en ce moment qui sont la résoudre les problèmes sociaux et économiques, parce que c'est un pays, un des pays les plus pauvres d'Amérique latine. Et les gens sont en train de s'accoutumer, et tant mieux pour eux d'ailleurs, au calme de la vie de tous les jours, et sont en train de se recentrer sur leurs propres problèmes. Mais tout ça, je voulais dire, parce que finalement, on peut avoir un modèle, un exemple qu'en étant souverain, ce que n'est pas le Salvador. Et l'affaire des migrants le montrait bien. Et donc, il y a eu, je reviendrai sur ce que tu dis, mais il y a eu effectivement, depuis l'arrivée de Trump au pouvoir, un double mouvement simultané entre des pragmatiques qui disent Maduro est là, c'est pas notre tasse de thé, mais bon, si il récupère ses migrants, et le Venezuela récupère ses migrants dans tous les pays du monde, ils affrètent même des avions pour n'importe quel migrant qui voudrait revenir et qui n'a pas les moyens, parce que ça c'est un des problèmes de la migration aussi. Beaucoup de migrants qui veulent revenir, mais ils sont abandonnés de leur pays à vivre au jour le jour, et ils n'ont même pas pour penser au lendemain. Et le Venezuela récupère ses migrants. Aucun problème là-dessus. Et puis, il veut vendre son pétrole. Donc, il y a l'aile pragmatique du Trumpisme qui dit on en a besoin, ils veulent le vendre, on achète. Voilà, on achète. Bon. Exactement. Et puis, il y a les fanatiques qui essaient de destituer et de détruire le Venezuela coûte que coûte. Donc, effectivement, ce que tu mentionnais avec les gangs vénézuéliens, effectivement, ils ont été armés et pris dans on va dire, dans l'échelle régionale, dans une escalade de la violence, ils ont été utilisés contre le gouvernement vénézuélien. Oui, totalement. On pense par exemple à la bande du Wilexi, Tren del Llano, Tren de Aragua, on reparlera du Tren de Aragua. Et en fait, c'est une guerre hybride qui est menée contre le Venezuela, qui a plusieurs fronts, qui a un front diplomatique, économique, avec le blocus, diplomatique pour essayer de l'isoler du reste de la communauté internationale, ça ne marche pas. Il y a un front... sabotage des réseaux d'approvisionnement, beaucoup. Sabotage des réseaux d'approvisionnement, sabotage du réseau électrique, sabotage de l'approvisionnement en eau. Enfin, je vous fais encore... On aura tout fait. Ouais. On aura tout fait. Pour bien comprendre ça, j'avais écrit il y a quelques années, en 2019 d'ailleurs,
comprendre la guerre qui vient au Venezuela, qui est l'article assez long qui sont justement focalisés sur cette guerre hybride et notamment sur l'aspect militaire. Non, vous allez voir, c'est assez ahurissant parce que c'est jamais au hasard que les gangs surgissent. En fait, c'est dans les axes névralgiques qui apportent l'approvisionnement en aliments, etc. Le Venezuela s'en est sorti de ça. Alors, il s'en est pas sorti avec angélisme. Alors, je dirais pas angélisme. Je pense que, en fait, plus que par angélisme, c'était un certain fonctionnalisme en disant plus on fera de social et moins il y aura d'insécurité. Et le Venezuela est l'exemple parfait que ça ne marche pas comme ça. Non C'était la pensée sortie des missions. Je sais pas, mais en tout cas, il faut un bâton, hein, et puis un bâton en fer, hein, pour en même. Ça a été l'un des problèmes de certains bolivariens, c'est qu'ils ont mésestimé la question des gangs, et malheureusement ils ont eu un problème, pas d'armée criminelle comme le cas philippin par exemple, mais pas loin. Enfin, faut voir ce que c'est un gang latino, hein. Ouais, alors pour parler de ça, justement, moi, je me rappelle, j'avais fait une interview du secrétaire national de la police en 2000, je sais plus, 2018, je crois, un truc comme ça. Et le mec me disait qu'effectivement, ils avaient cette vision-là en 2012-2013, ils avaient même fait un plan, et qu'en fait, le plan a dû être... Alors, ils ont beaucoup travaillé, hein, sur la sécurité, avec l'université de la sécurité, la police nationale, il n'y avait pas de police nationale avant, etc. Et puis, en fait, ils ont dû reprendre leur plan et puis le rebosser parce qu'ils se sont rendus compte que dans ce virage des années 2013-2014, axé aussi sur un changement du marché de la cocaïne, les gangs se sont complètement changés et sont devenus plus des gangs paramilitaires, en fait, et avec des connexions internationales. Et donc, ils ont dû réadapter leur technique. Ça a donné lieu en 2016 avec les opérations de libération du peuple, qui étaient les opérations, on va dire, coup de poing, avec la naissance des forces spéciales de la police vénézuélienne. Et par la suite, ce qui est devenu les FAES, les forces spéciales de la police. Et ça a été critiqué évidemment par tous les néolibéraux et tous les coloniaux qui voyaient dans cette réponse ferme de l'État vénézuélien un coup porté à leur groupe de choc. Hein. Évidemment. Et puis ça a été critiqué par toute l'extrême gauche, au nom des droits de l'homme, blablabla. Oui, bien sûr, on a les mêmes. D'ONG financées par des gouvernements étrangers qui eux-mêmes avaient des intérêts au Venezuela. Hein. Donc là, il y a bien sûr, logique, enfin classique. Classique, on va dire, plus que logique, mais classique. Donc, le Venezuela est complètement sorti de ça. Ça, c'est vraiment important de le dire. L'insécurité a chuté énormément. Et même quand moi j'y vivais, j'ai vécu 10 ans, donc entre 2004 et 2014, il y avait quasiment un couvre-feu de fête. Non ? C'est-à-dire, on sortait pas après 8 heures à pied. Et aujourd'hui, c'est fini. J'ai même l'année dernière, j'y suis allé pour un congrès et je profitais pour aller visiter des amis et elle me disait tiens, on va aller ramener une copine chez elle. Je dis mais vous vous rendez compte, il est 1h du matin. Mais c'est fini tout ça. Je fais l'habitou à Petare, le plus grand barrio populaire, un des plus grands d'Amérique latine, un des plus dangereux il y a encore quelques années. Je fais vous êtes malade. Je fais mais non, tu vas voir, etc. Effectivement, je les ai accompagnés et j'ai moi-même pu voir le fait qu'effectivement, le Venezuela avait réussi à passer outre. Et c'est là où c'est intéressant. Comment ils ont fait ? Ils ont fait ils ont fait effectivement avec du social, avec de la conscientisation, etc., mais aussi avec la manière forte, parce qu'en face, vous avez une armée. Ils ont combattu l'armée avec des moyens militaires. Et ils ont gagné la guerre. Ils l'ont gagné soit parce qu'il y a eu des pertes dans le camp d'en face, soit parce que la plupart des mafieux ont préféré migrer, ça c'est vrai, ont préféré migrer que de finir au trou ou de finir au cimetière. Donc il y a eu une partie de certains gangs qui ont migré et qui finalement ont plus rien à voir avec le Venezuela, ont fait leur vie professionnelle, si on peut dire ça, comme ça, dans d'autres pays, latino-américains d'abord, et puis aussi aux États-Unis. Alors ça c'est important parce qu'on va arriver sur le thème actuel. Mais la bande
par exemple, le Tren de Aragua, qui était un des gangs les plus robustes, on va dire, du Venezuela, a été complètement démantelé. C'est-à-dire que la centralité de ce gang a été démantelée. S'il reste aujourd'hui on va dire des lieutenants qui se sont réorganisés pour monter des entreprises criminelles dans d'autres pays, ben mais il y a c'est des fuyards qui sont sortis, quoi. Voilà. Et ça, c'est important parce que dans les pays d'abord latino-américains, le Tren de Aragua est devenu le responsable de tous les maux de la société. Alors, par exemple, au Pérou, vous vous levez le matin, vous regardez les infos, il y a une demi-heure sur l'insécurité au Pérou, qui est un thème qui est en augmentation, et puis une autre demi-heure sur l'insécurité vénézuélienne, le Tren d'Aragua, etc. Enfin, et quand on regarde les chiffres, alors les chiffres, je les invente pas, les chiffres du ministère de l'Intérieur, de l'administration pénitentiaire au Pérou, sur les 87 000 prisonniers, il y a 3 000 Vénézuéliens. Sur les 3 000 Vénézuéliens, il y en a 200 qui appartiendraient à ce gang Tren de Aragua. Donc c'est à dire 0,1%. Bon, on nous prend pour des buses, évidemment, ou on prend les latino-américains pour des buses. Le 0,1% n'est pas responsable de tous les maux d'une société, bien évidemment, mais ça permet de jeter l'incompétence des politiciens à régler le problème de l'insécurité sur un facteur externe, extérieur, puis in fine sur Maduro. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis aussi. Et et c'est là où on va venir sur l'actualité très récente, c'est que récemment, Donald Trump a inclus certains gangs latino-américains dans la liste des organisations terroristes. Donc, le cartel de Sinaloa, je vais vite, il y a le cartel du Golfe, des cartels colombiens, donc des cartels colombiens, mexicains, la Mara Salvatrucha salvadorienne, et puis le Tren de Aragua, qui pourtant n'a plus d'organisation centrale, donc ne peut plus être un cartel comme défini. Et encore pire, le cartel de los soles, le cartel des soleils. Alors, je vais m'attarder un peu sur le cartel des soleils. Le cartel des soleils est une opération médiatique qui naît en 2015, si je ne m'abuse, d'un article de ABC en Espagne qui reliait des grands généraux vénézuéliens, d'où les soleils, parce que les soleils, c'est les soleils qu'il y a sur les épaulettes. Sur les épaulettes, exactement, qui différencient les général de brigade, général de division, etc., bon, en fonction du nombre de soleils. Et donc, il y aurait des généraux vénézuéliens qui seraient mouillés dans un cartel de la drogue et qui seraient in fine dirigés par Nicolás Maduro, le président, et Diosdado Cabello, le chef du parti, on va dire. Alors, il n'y a aucune preuve de tout cela. Aucune. Il y a un universitaire espagnol, Fernando Casado, qui a même écrit un livre là-dessus. Si tu pourras le mettre, je crois qu'il est en PDF pour ceux qui lisent l'espagnol, où il revient sur comment ce mensonge a prospéré et comment ont été les mécanismes communicationnels internationaux qui ont rendu un mensonge sans preuve une espèce de post-vérité. Alors, évidemment, on va essayer d'être objectif. Le Venezuela ne produit pas de cocaïne. Le Venezuela ne produit pas grand-chose à part du pétrole, et puis maintenant son agriculture. Mais il n'y a pas de production de feuilles de coca, par exemple. Il n'y en a pas. La cocaïne, selon l'ONU, est produite à 70% par la Colombie, voisine du Venezuela, 20% par le Pérou et 10% par la Bolivie. Voilà. Les routes de transit s'effectuent par le Pacifique, notamment par les ports de Guayaquil, de Manta, de Buenaventura et évidemment des petits ports pour des trafics un peu moindres. Donc la côte nord-pacifique de l'Amérique du Sud pour monter vers le Mexique. Et le Mexique, les trafiquants mexicains, qui sont les commerçants, en fait, eux non plus ne produisent pas, enfin pas de cocaïne,
les trafiquants mexicains la font remonter aux États-Unis. Et puis, il y a la côte caribéenne, atlantique, de la Colombie, où passe énormément de trafic, notamment pour l'Europe. Il y a aussi le Brésil et l'Uruguay, notamment pour atteindre les côtes africaines. Par les côtes africaines, il y a des stocks, notamment dans des zones, dans le Sahel, des zones qui sont encore de non-droit. On espère d'ailleurs que l'Association des États du Sahel mettra un peu d'ordre là-dedans. Mais ça passe par le Libéria, la Sierra Leone, ça monte vers le Sahel. Et il y a des stocks. Et en fait, ce sont des stocks qui vont régir le prix de la cocaïne en Europe. Après, ça remonte et ça passe par le Maroc, Gibraltar, ou ça part vers le Proche-Orient, parce que c'est des très très gros consommateurs aussi Proche-Orient. Voilà les routes telles qu'elles sont. Et effectivement, il faut pas nier, il y a certains narcos qui se sont dit, mais ça serait quand même bien plus simple d'utiliser le Venezuela pour utiliser cette route. Le Venezuela, on passe par les îles, ensuite les îles caribéennes, et des îles caribéennes vers l'Afrique. Mais en réalité, peu de trafiquants prennent cette route-là, et ils doivent avoir sur leur route l'État vénézuélien. Alors, qui est eu un militaire corrompu, des policiers corrompus, des élus corrompus, peu importe leur parti, qui soient prêtés au jeu du narcotrafic? Oui, bien sûr, il y en a eu. Et il y a eu des punitions d'ailleurs. Il y a eu des gens qui ont été arrêtés et foutus en tôle. Est-ce qu'il y en a qui continuent? C'est difficile à dire, mais certainement. Quand vous êtes à côté du premier producteur de cocaïne au monde, il y a des tentations. C'est normal. Non? Mais en tout cas, il n'y a pas de politique d'État pour faire passer la cocaïne. Ça, c'est un mensonge. Le cartel de Los Soles, c'est un mensonge complet. Et là, Donald Trump réitère une opération maritime qu'il avait déjà mis en place en avril 2020. Faites votre petit calcul, reprenez vos agendas. En avril 2020, vous étiez confinés. C'était la pandémie. Et en avril 2020, Donald Trump déployait des croiseurs états-uniens dans la Caraïbe et dans le Pacifique pour lutter contre les trafiquants de drogue. Non? Et déjà, le Venezuela avait été en alerte à cette époque-là parce qu'il disait, attention, ça peut être moyen pour soit nous envahir. Je pense que c'est pas suffisant les forces déployées pour envahir le Venezuela, mais en tout cas pour être une force d'appui pour des groupes paramilitaires, mercenaires, infiltrés, etc. Et là, la séquence a fait que les États-Unis donc ont augmenté la prime. Alors ça, c'est assez rigolo. Le procureur général des États-Unis, Pamela Bondi, a augmenté la prime pour des informations pouvant mener à identifier le lieu où se terre Nicolas Maduro. 50 millions de dollars pour le renseignement. Mais le renseignement, ils ont qu'à demander à l'envoyé spécial de Trump pour le Venezuela, M. Richard Grenell, qui s'entretient régulièrement avec M. Maduro. On voit une certaine hypocrisie ici. On voit une schizophrénie de la politique états-unienne par rapport au Venezuela. Et puis, donc, il y a quand même cette séquence, augmentation du prix pour la récompense, mettre le cartel de Los Soles, dont le dirigeant serait Nicolas Maduro, dans la liste des organisations terroristes, et ensuite envoyer des croiseurs pour lutter contre le narcoterrorisme face au Venezuela. Non? Il se trouve que M. Rotaillot était en Martinique ces derniers temps et qu'il y a lui aussi augmenté les moyens à mettre en œuvre contre le trafic de drogue. Non? Alors, le hasard des calendriers, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est quand même assez bizarre. Alors, est-ce que les États-Unis sont en train de préparer la guerre, comme tu le dis? Moi, je pense... Attention, moi, je dis rien du tout. Je dis que moi, je suis très surpris de certains des retours que nous avons de Washington, parce que même les plus Trumpistes que nous avons en contact nous disent il n'y aura, ne vous inquiétez pas, il ne veut d'aucun conflit,
Mais le Mexique et le Venezuela, on n'a pas encore, c'est pas aussi net que sur les autres dossiers. D'accord. Alors, sur le Mexique... Voilà ce qu'on entend. Ouais. Sur le Mexique, le Mexique et le Venezuela sont des pays très nationalistes et très patriotiques. Donc, mettre un pied, là, ça serait un vrai bourbier. Un vrai bourbier. Le Venezuela est préparé, il a une doctrine militaire qui a changé, qui n'est plus celle depuis 2005, elle a changé, ce n'est plus celle enseignée à l'école des Amériques, c'est une doctrine militaire qui prend en compte la guerre hybride et qui a entraîné sa population à des tactiques de guérilla. Il y a donc une armée qui est aux alentours de 300 000 personnes, des policiers, donc des gens en armes, vous rajoute 170 000 personnes, et il y a 4,5 millions de réservistes. Mais c'est des réservistes qui s'entraînent toutes les semaines et qui sont traînés dans la boue par les opposants qui n'ont évidemment jamais rien compris. Moi, je les traînerai pas dans la boue. J'en connais certains, j'en ai rencontré certains. C'est 4 millions de personnes, c'est énorme. J'ai souvenir de cette nana qui avait un peu d'embonpoint. Je dis ça parce que les opposants au Venezuela se moquent parce qu'ils disent qu'est-ce que va faire un soldat avec un peu d'embonpoint, machin, etc. Oui, d'accord. La nana, elle était opératrice d'IGLAS, les missiles solaires russes de dernière génération. On lui demande pas grand-chose à cette nana. Un jour, elle va recevoir un message sur son téléphone. Elle va dire à son interlocuteur « Attends-moi 2 secondes, je reviens ». Elle va aller déterrer son IGLAS qu'elle doit avoir enterré dans son jardin ou qu'elle enterrera dans son jardin quand on lui donnera l'ordre. Et elle tirera et elle abattra un avion qui partira à 300 km d'ici. Bon, voilà. Bonne chance. Bonne chance. Qui plus est, ils ont déjà vu, il y a déjà eu des tentatives de débarquement de mercenaires, etc. Ça a échoué, et ça a échoué parce que le Venezuela contrôle son territoire très bien, notamment dans une alliance entre le peuple, les organisations populaires, l'armée et la police. On l'avait vu, par exemple, lors de l'opération Gédéon, en mai 2020, en mai 2020, qui avait évidemment foiré et où plusieurs mercenaires colombo-vénézuéliens, mais aussi états-uniens, avaient été capturés. Et donc, une guerre contre le Venezuela mettrait non seulement le Venezuela à feu et à sang, mais toute la région, la Colombie et une partie du Brésil, sans parler des Caraïbes. Je rappelle au passage que la France dispose depuis 1981 d'une frontière maritime avec le Venezuela. Oui. Donc, ça mettrait la France en première ligne dans une guerre qui déstabiliserait fatalement. Tu comprends maintenant aussi pourquoi je voulais qu'on fasse cette émission, parce que, si tu veux, nous sommes voisins. C'est un bordel sur mes pompes. Voilà, les gens pensent toujours que c'est la Guyane, mais non, la Guyane, c'est à 5000 km. Non, c'est la Martinique et la Guadeloupe. Et évidemment, toute la Caraïbe serait le lieu d'une guerre, serait pas épargnée. Je vous rappelle qu'il y a Cuba aussi dans la Caraïbe, qui est un allié inconditionnel du Venezuela. Enfin, voilà. Et donc, je pense qu'il s'agit là encore, là en tout cas, la séquence qui est actuelle, c'est-à-dire d'envoyer des bateaux patrouiller aux alentours du Venezuela, est une séquence de pression maximale. Un coup de pression, oui. Ouais. D'ailleurs, le Venezuela s'y est pas trompé. Ça, c'est intéressant. Ils ont évidemment fait une opération comme on dit, où les gens se sont inscrits dans la milice, mais ça a été des files d'attente sur toutes les places du pays pendant tout un week-end. C'est-à-dire que même des opposants connus au gouvernement de M. Maduro sont engagés dans la milice, en disant dès qu'il y a un gringo qui met le pied au Venezuela, il n'y a plus d'opposition, de chavistes et tout ça, on est tous vénézuéliens et on va tous les éjecter. Et puis, le Venezuela a fait un exercice militaire qu'il a envoyé à la frontière colombienne, de l'autre côté. Donc là encore, c'est pas idiot, ils savent très bien, en réalité, que si les États-Unis débarquent au Venezuela,
ça sera pire que l'Afghanistan. Et ils seront obligés de sortir de ce bourbier à un moment donné ou à un autre, et toute la région sera déstabilisée. Alors, je pense qu'il y a certains faucons à Washington qui voient ça d'un très bon œil, parce que ça esquinterait le Brésil, parce que ça esquinterait la Colombie, parce que ça esquinterait finalement toute union latino-américaine, et puis ça esquinterait le commerce des Chinois avec ce continent. Et avec la volonté chinoise de développer les routes de la soie et les infrastructures sur ce continent. Ça aussi, c'est possible, hein, faut pas le nier. En tout cas, là, on est devant ça fait beaucoup de bordel pour un résultat au mieux dérisoire, au pire illusoire. Oui. Bien sûr, et puis surtout, ça se ferait un sacré bordel dans les conditions d'approvisionnement du pétrole aux États-Unis. Et en sécurité intérieure, dans toute une partie du sud des États-Unis, dans lequel, en type de population, il n'y a pas que des WOSP, jusqu'à preuve du contraire. Oui, oui. Et ça, si l'idée de rechercher et de mettre la main sur le pétrole vénézuélien, mieux vaut commercer. Justement, Et c'est pour ça qu'il y a ces deux tendances au sein de l'administration Trump. Oui, bien sûr. Je pense que tout ça va se poursuivre. Beaucoup plus rationnel. Au moins, alors je sais pas, mais au moins jusqu'au sommet des Amériques, où Trump va un peu compter ses alliés, et même, alors je dois quand même rappeler que en premier lieu, le Mexique et la Colombie, qui sont des pays affectés par le narcotrafic, ont démenti tout lien de Nicolas Maduro avec le trafic de drogue. Non. La Colombie s'est même opposée à une intervention militaire en disant attention, ça va déstabiliser toute la région, le gouvernement de Petro. Récemment, quand je dis récemment, traînons un peu les pieds, parce que le Brésil traîne beaucoup les pieds sur la question vénézuélienne quand il ne s'essuie pas les pieds dessus quasiment. Récemment, mais quand je dis récemment, je crois que c'est non, attends, je vais pas faire le mercredi 27 août, le ministre des Affaires étrangères brésilien. Donc hier. Comment hier. Donc hier, à la date de où nous nous entretenons. Voilà, c'est ce que j'allais dire, parce que je ne sais pas quand est-ce que tu vas diffuser, donc c'est pour ça que j'ai fait l'effort de trouver la date. Donc hier, effectivement, mercredi 27 août, le ministre des Affaires étrangères brésilien a rappelé que l'Amérique latine et les Caraïbes sont une zone de paix, et donc a condamné toute intervention militaire étrangère dans la région. La Chine et la Russie ont fait de même. Non, ça c'est important. Il y a toute une série d'analystes un peu bêta qui ont dit Poutine a négocié l'Ukraine en Alaska et en retour il a donné le Venezuela à Trump. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Putain, j'avais loupé cette théorie du complot là. Oh merde. Elle manquait à mon album Panini. Donc je pense que de toute façon la pression maximale va continuer à s'exercer. Je pense plus que s'il y a une tentative, encore une fois, de déstabilisation militaire, il y aura évidemment un soutien des États-Unis militaire. Ça peut aller jusqu'à des bombardements même, mais je ne pense pas que des soldats états-uniens seront au Venezuela. Ce sera plus par proxy, ça sera plus par mercenaires, par paramilitaires interposés, etc., un débarquement en bonne et due forme comme à la vieille école, on va dire. Ça se fait quasiment plus depuis quelques années quand même. Et ça mettrait le feu aux poudres. Donc en fait, finalement, les buts escomptés ne seraient pas atteints. Voilà. Et je pense que ce cirque-là va durer au moins jusqu'au sommet des Amériques, donc en décembre. Et puis, je pense que au final, la décision, s'il y a décision de Trump de trancher entre les deux positions, ça coûtera la place à Marco Rubio. Parce que Marco Rubio est le chef de file de ça, hein, voilà. Et je pense que personne n'a intérêt à une guerre sur le continent. Et les Vénézuéliens, ils sont prêts, mais pas les pays alentours. Donc voilà. Donc là, effectivement, grosse pression, en tout cas sur le Venezuela, hein, en ce moment.
Eh ben, ça nous aura fait notre tour d'actualité latino-américaine grâce à toi, mon cher Romain. Toutes les données pour pouvoir te suivre et suivre surtout tes excellents travaux sur les deux rives sont en description de cette vidéo. Et je te dis à très bientôt sur d'autres dossiers latino-américains au gré de l'actualité. Chers amis du Cercle Aristote, vous savez que si vous voulez que nous puissions continuer notre travail d'études et d'expertise, vous devez nous soutenir. Donc, vous pouvez le faire par Tipeee, vous pouvez le faire par don, vous pouvez le faire surtout en achetant nos livres. Hein, ça aidera à votre formation et en relayant nos vidéos et en vous abonnant sur nos différents canaux. Hein, n'oubliez pas d'ailleurs nos groupes Telegram et le Discord que j'oublie trop souvent. Donc, je me fais taper sur les doigts et là, je vais m'épargner un coup de règle. Voilà, chers amis, je vous dis à très bientôt. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.